Le 1er mai cette année est intervenu dans un contexte marqué par une forte tension sociale née d'une crise un peu grave parce que les secteurs qui étaient porteurs un peu en matière d'emploi et de croissance connaissent des difficultés, ce qui a conduit à des compressions massives, à un gel des salaires et en fait accompagné d'un taux d'inflation qui est l'un des plus forts de la sous-région en tout cas et qui est assez inquiétant. Donc cette érosion du pouvoir d'achat a conduit donc à une situation d'inquiétude généralisée et on assiste déjà un peu à des prémices de mécontentement. On voit déjà les grèves qui se succèdent au niveau du mouvement ouvrier. On voit au niveau des professions libérales telles que les pêcheurs artisanaux qui donc étaient en grève tout récemment. On voit aujourd'hui les transporteurs qui sont un peu en grève. Tout cela découle d'une politique qui ne fait pas de la négociation sociale un vecteur essentiel de consensus et donc de moyen de stabilisation de la situation du pays. C'est plutôt une inquiétude assez profonde et assez inquiétante pour les travailleurs de la SNIM, parce que ces travailleurs ont conclu un accord à la suite exactement d'un mouvement de grève la veille du 1er mai 2014. Cet accord du 3 mai 2014, du 2 mai 2014, stipule concrètement qu'il y aura une augmentation substantielle qui sera donc accordée au personnel à partir de septembre de la même année. À la grande surprise des travailleurs, l'employeur convoque les délégués pour leur dire « Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'honorer cet engagement et nous souhaitons un report jusqu'à la fin de l'année ». Donc, les délégués, malgré tout, ont fini par accepter ce report à la fin de l'année, mais ça a été en fait une fin de non-recevoir, ce qui allait conduire donc. Une partie des délégués du personnel a insisté pour l'ouverture des négociations autour de cette question, ce que l'entreprise n'a jamais accepté, et finalement on est parti vers la confrontation entre les travailleurs et l'employeur. C'était donc à l'époque pour l'essentiel les délégués affiliés à la CGTM qui donc finalement ont décrété une grève et qui a été très largement suivie. C'était la grève la plus longue de l'histoire du secteur, elle a fait plus de 63 jours. Cette grève a été également donc couronnée par un accord entre les partis, donc l'entreprise sous le parrainage des maires qui est un homme quand même du système et du SERAC, et qui avait conclu la reprise du travail, mais avec la reprise immédiate dans la même semaine des négociations entre les partis pour pouvoir être en mer. Malheureusement, ces négociations n'ont jamais eu lieu et si les délégués rencontraient l'entreprise, c'est pour parler des questions d'ordre marginal. Donc les travailleurs ont reposé avec insistance la question de la négociation et la mise en œuvre de cet accord et finalement des négociations ont été engagées. La SNIM continue à répéter le même discours de 2014, on ne peut pas et la conjoncture ne le permet pas. Les travailleurs, eux, ont le sentiment que la SNIM est en train de se moquer d'eux. Pourquoi? Parce que pendant les périodes de faste et les périodes de vaches maigres, les travailleurs ne le ressentent pas, ne font pas la différence parce que ça ne se répercute pas sur leur situation. Puisqu'il faut rappeler que depuis bientôt 2 décennies, les augmentations essentielles que les travailleurs ont obtenues, c'est celle de 2006 qui était de l'ordre de 27% et celle de 23% et celle de 2011 qui était de 7%. Donc voilà un peu les augmentations que les travailleurs ont. La dernière augmentation date de 2011. Vous savez bien que le fer a connu une explosion, les prix ont connu une explosion sur le marché international à cause de la très forte demande chinoise. Il est parti jusqu'à $200 la tonne. Et la somme qui a été encaissée par la CIM durant toute cette période, les travailleurs pensaient qu'elle constituait un élément essentiel pour moderniser l'outil de production, mais également constituer des réserves importantes pour l'entreprise durant les périodes. À leur grande surprise, les travailleurs se rendent compte, d'un côté, que le matériel n'a pas été innové, deuxièmement, que les réserves étaient au rouge, et que même les salaires, la SNIM était obligée de recourir à des emprunts à court terme pour pouvoir faire face à cela. Les cours ont repris pour une conjoncture déterminée
pour arriver à 100 et quelques dollars la tonne, mais également cela ne s'est pas répercuté sur la situation des travailleurs. L'entreprise, effectivement, a réalisé des bénéfices cette année pour l'exercice 2016, et cela, les travailleurs disent qu'il ne s'est pas répercuté sur leur portefeuille. Et aujourd'hui, il existe des négociations réelles pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec cette entreprise. Et aujourd'hui, la seule sortie honorable, c'est qu'en fait, l'entreprise accepte non seulement de respecter cet accord, mais de remettre en cause son mode de management pour pouvoir davantage impliquer les travailleurs dans la gestion de cette entreprise parce qu'il s'agit de leur présent et de leur avenir et que par conséquent, aujourd'hui, la SNIM est confrontée à un véritable problème de management de situation parce qu'il y a une très forte interférence du politique à la gestion de l'entreprise et donc de l'ordre des priorités de l'investissement ou de la réaffectement du résultat de cette entreprise. Et cela pénalise les travailleurs. Or, les travailleurs constituent un élément essentiel dans la pérennité non seulement de l'entreprise, mais également dans sa productivité. Et donc aujourd'hui, les travailleurs tiennent effectivement, ils ont raison, qu'il faut absolument que la SNIM accepte de remettre en cause la manière de gérer l'entreprise et donc d'accéder. Il faudrait que les travailleurs profitent de cette richesse qu'ils ont créée. Aujourd'hui, on a l'impression que dans la rue, il y a une absence totale de l'État. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la réponse et la réplique correcte à cela, c'est effectivement rétablir l'autorité de l'État dans la rue, mais également dans des formes et dans des conditions qui, effectivement, permettent de respecter les inquiétudes et de ménager les inquiétudes et de respecter le citoyen lambda. Les transporteurs et les conducteurs, de façon générale, ont le sentiment que le texte législatif qui a été pris en dehors de toute concertation avec l'ensemble des acteurs, y compris les chauffeurs de transport et les employeurs probablement. Mais en tout cas, du côté travailleur, ça semble ne pas être le cas. Et que par conséquent, on a pris un certain nombre de mesures qui lèsent les gens. Notamment quand on vous dit que si vous modifiez la couleur qui était déjà initialement portée sur la carte grise, sans pouvoir modifier la carte grise pour pouvoir prendre compte de la nouvelle, vous êtes pénalisé pour 20 000 ouïas. À quoi cela correspond? Je peux comprendre que le respect de la signalisation routière est un élément d'exigence de sécurité, que la ceinture de sécurité est une exigence de sécurité. Je peux comprendre que le téléphone est une exigence de sécurité, puisque ça distrait le conducteur. Mais le fait de dire aux gens, si vous changez comment on appelle ça encore, votre couleur et qu'on se rend compte que ce n'est pas sur la carte grise, vous serez pénalisé. Ensuite, cette histoire de faire fumer, c'est les conducteurs et les co-conducteurs qui doivent être visibles. Mais la voiture, même à la fabrication, peut ne pas avoir comment on appelle ça encore, de vitres à l'arrière. Donc, par conséquent, le fait que les vitres arrière soient teintées ou soient fumées, cela ne doit pas du tout constituer un truc. Et la grande inquiétude de ces conducteurs se situe ailleurs, se situe dans le fait qu'ils avaient été habitués, que les lois s'appliquent avec tous les zèles, toute la rigueur aux pauvres et aux faibles, et que les puissants sont généralement ménagés et on a l'habitude donc de les dispenser du respect de ces dispositions légales. Donc c'est surtout ce dernier aspect qui constitue un grand élément de mécontentement de ces conducteurs et surtout qu'ils subissent quotidiennement. C'est une grande partie de ces forces de sécurité du zèle, c'est l'application des textes en matière de code de la circulation routière. Le gouvernement avait très mal agi dans cette histoire, dans sa gestion de cette histoire. Il s'est contenté tout simplement d'un certain nombre de spots à travers la télévision, au lieu de convoquer les partis, de discuter avec eux les manières et la matière et de les mettre. Donc, cette approche participative, malheureusement, le gouvernement les considère comme étant un signe de faiblesse. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est un signe de puissance. Or, la puissance d'un pouvoir ne se mesure pas par le nombre des armes qu'il aligne, et donc de la puissance de feu qu'il dispose. Un pouvoir mesure sa force par le degré d'adhésion des populations, donc des administrés, aux actes qu'ils posent. Et que par conséquent, pour que les gens acceptent et adhèrent aux actes, il faut qu'ils soient associés, qu'ils soient impliqués
Et donc, aujourd'hui, si vous le savez bien que moi, parce que vous êtes halpolar quand même, les halpolars disent que si tu veux mettre du miel pour quelqu'un dans la bouche, il faut l'aviser à l'avance. Faute de quoi, il risque de vous mordre le doigt. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, s'il veut faire du bien, il doit amener les populations à adhérer aux actes qu'il pose, et non pas à vouloir les contraindre à accepter les actes que lui, il pose. Ça conduit et donne tout le temps l'effet contraire. Et donc, en tout cas, on a espoir et on souhaite que le gouvernement se ressaisit et qu'il essaie un peu de voir comment rassurer les conducteurs dans ces pays par rapport à l'application des textes qui sont en vigueur. Et surtout qu'aujourd'hui, si on vous retire votre permis, vous risquez de faire 2 semaines, 3 semaines, et parfois même ça se perd.